Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, d'abord vous dire combien je regrette de vous accueillir dans cette météo si ingrate, mais j'y vois deux symboles. Le premier, c'est qu'après la pluie revient toujours le soleil, et le second, c'est peut-être un triste écho de la saison de la mousson qui avait marqué le début du génocide au Rwanda. C'est un immense honneur de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui au cœur de notre ville pour cet événement si important pour la France, pour le Rwanda et pour les Rwandais et pour Paris. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir de cette histoire, nous souvenir de ces histoires, ces centaines, ces milliers, ces millions d'histoires qui ont traversé l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Monsieur le Président Paul Kagame et évidemment Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron vont inaugurer un monument national érigé en la mémoire des victimes pour que le monde sache, pour qu'il se souvienne, pour qu'aucune de ces histoires ne reste dans l'ombre de l'histoire. Je veux remercier Monsieur le Président Paul Kagame de nous honorer de sa présence qui marque l'importance du moment et des relations entre la France et le Rwanda, des pays qui avancent aujourd'hui main dans la main, tournés vers l'avenir, sans rien ignorer de leur histoire commune. Et je veux, à titre personnel, saluer les mots du Président de la République française sur la mémoire de ces tristes événements. Car le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est aussi une histoire française. Avec ce monument, il devient une histoire parisienne. Il permettra à tous les Rwandais de Paris et les Parisiens du Rwanda de transmettre cette mémoire à travers les générations. Notre ville est fière d'accueillir cet hommage national visible et permanent, pour reprendre les mots de la présidence de la République, pour lequel elle s'est engagée dès les prémices. À la fois, vous le savez, avec la création d'un mémorial au parc de Choisy dans le 13e arrondissement, où depuis de très nombreuses années, nous honorons la mémoire des victimes, et aussi où nous écoutons les témoignages des survivants. Je le dis en présence du maire du 13e, Jérôme Koumé. Et je veux remercier tout particulièrement Marcel Kabanda et son association Ibuka France qui a porté ce projet à la ville de Paris, à l'Élysée, et a été en quelque sorte la première pierre sur laquelle ce monument est fondé. Je veux ici saluer le travail qu'il mène sans relâche pour la mémoire, pour la justice, contre l'obscurantisme. En témoigne l'exposition « Le génocide des Tutsis au Rwanda, la mémoire en héritage » réalisée en partenariat avec Ibuka France et la ville de Paris et qui est présentée sur cette esplanade jusqu'à la fin du mois de juin et que vous retrouverez juste à côté du monument. Cette mémoire est plus que jamais vivante par le témoignage des rescapés, des victimes. Cette parole qui a été la condition de la réconciliation d'un pays, cette parole dont Paris veut aussi se faire modestement le porte-voix. C'est quand le souvenir se perd que le pire peut revenir. Aujourd'hui que les discours de haine refont surface, notre engagement pour la mémoire, pour la vérité doit être plus déterminé que jamais. Je veux m'adresser enfin aux rescapés, aux familles de victimes, à ceux qui se mobilisent, à ceux qui témoignent, comme à celles et ceux dont la parole ne s'est pas encore libérée. Nous sommes à vos côtés. Au-delà des mots et de la pierre, nous serons à vos côtés. Et je voudrais terminer par une citation extraite du dernier livre de Gaël Faye, Jacaranda. L'indicible, ce n'est pas la violence du génocide, c'est la force des survivants à poursuivre leur existence malgré tout. Alors disons encore que la violence de ce génocide est insupportable et écoutons toujours la parole des survivants. Je vous remercie. Ce lieu est avant tout un lieu de mémoire vivante. C'est pourquoi il est essentiel d'entendre aujourd'hui, comme tous les 7 avril à venir, la parole des rescapés. Nous écoutons maintenant le témoignage de Madame Jeanne Ouimabazi. Messieurs les présidents de la République, Madame la Première Dame, chers invités et chers rescapés, il y a 32 ans, presque jour pour jour, le 5 juin 1994, j'atterrissais à Orly.
Avec 31 autres enfants, nous étions grièvement blessés. À l'initiative de Médecins du Monde, nous avions été évacués en France afin de recevoir des soins médicaux dont nous avions besoin. Je me souviens que tout me semblait irréel, presque dénué de sens. Ce n'était pas que j'ignorais la chance qui m'était offerte sur le plan médical, mais plutôt que j'étais encore plongée dans ce hors-temps propre au génocide, où la réalité ordinaire peine à retrouver sa place. Je savais seulement que ce que nous venions de traverser nous dépassait. Nous venions de survivre au crime absolu, le génocide perpétré contre les Tutsis. Cette réalité ne pouvait rester confinée au silence. Témoigner relevait presque d'un ultime acte de résistance contre l'oubli et l'effacement auquel nous étions promis. Mais comment témoigner? Même 32 ans plus tard, les mots restent insuffisants pour dire ce que signifie être confronté au crime de génocide. C'est une expérience qui échappe à toute représentation. Comment se présenter ce que fait la perte d'1 million de personnes à l'échelle individuelle et nationale? Quel langage pourrais-je trouver pour dire le drame que constitue la perte de 3 générations de ma famille dans le même espace-temps? Ainsi, au contact d'une telle dévastation, les mots se rétrécissent. Ils ne parviennent ni à restituer pleinement la violence que nous avons subie, ni même à mesurer l'étendue de la perte. J'avais 16 ans, je vivais à Kigali avec ma famille, c'était les vacances de Pâques. Nous préparions avec beaucoup de joie le baptême de ma petite nièce Ornella, âgée de 11 mois. Première petite fille de la famille. La cérémonie devait se tenir le dimanche 10 avril. Le 6 avril, je devais me rendre chez ma grande sœur dans le quartier de Nyamirambo afin de m'occuper de ma petite nièce et permettre à ses parents de finaliser les derniers préparatifs du baptême. Mais mon oncle Joseph était de passage chez nous juste pour une nuit. Alors j'ai reporté mon départ le lendemain afin de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Nous l'adorions. Si j'avais été chez ma grande sœur, probablement que je ne serais pas là devant vous. La soirée s'est déroulée normalement. Nous avons dîné puis nous sommes allés nous coucher. Vers 22h30, la personne qui travaillait à la maison est venue réveiller mes parents pour leur annoncer que l'avion du président Habyarimana venait d'être abattu et que les miliciens Interahamwe érigeaient déjà des barrières aux abords du quartier. Le 7 avril, très tôt, vers 5h du matin, papa nous demande de quitter la maison familiale parce que ça devient trop dangereux pour nous, pour aller nous cacher avec ma tante et sa famille dans une maison en construction à proximité de leur domicile. Lui et mon oncle Joseph restent à la maison pour la surveiller, pensant sans doute que la situation finirait par se calmer. Quelques heures plus tard, papa sera assassiné devant notre domicile par les militaires de l'armée rwandaise. Mon oncle Joseph parvient à s'enfuir. Nous allons prendre la fuite à notre tour. Et dans la panique, je perds de vue les membres de ma famille. Nous avions tous en tête que la seule chance de survie était de parvenir à gagner une des bases des militaires de l'ONU, la Minoire, située à environ 500 mètres, à l'école technique officielle de Leto. L'école technique officielle Leto. Mais le quartier était sous le contrôle des milices et des militaires de l'armée rwandaise, rendant tout déplacement dangereux. Alors je demande à une famille voisine Hutu de me cacher. Il refuse. La suivante accepte, mais le lendemain, cette dernière me demande de partir car ma présence représente une menace pour eux. Je
tente alors de me diriger vers la base des casques bleus en arrivant sur la route principale menant à l'école de l'Étau. Un des casques bleus posté à l'entrée me fait signe de me dépêcher. Arrivé auprès des militaires, il a fallu finalement négocier pour qu'ils m'autorisent à entrer dans l'école. À partir de ce moment-là, j'ai la certitude que je suis sauvée. Mon inquiétude concerne désormais ma famille, qui finit par arriver également à l'école. Nous n'avons pas de nouvelles de ma grande sœur Yvonne, âgée de 26 ans, et de son mari Laurent, âgé de 36 ans, et leur petite fille, qui habitait dans le quartier de Nyamirambo. Je me rassure en pensant que mon beau-frère, employé au PNUD, pourrait avoir été évacué avec sa famille aux côtés de ses collègues internationaux. Il n'en saura rien. Pendant quelques jours que je passe à l'Étau, nous observons les soldats de l'ONU effectuer des allers-retours, ramenant des civils occidentaux de leur domicile à cette école. Arrive le 11 avril, dans la matinée, nous voyons ces derniers préparer leurs affaires en vue d'un départ, y compris les religieux en charge de la gestion de l'école. L'organisation des départs se déroule avec une tension palpable. Certains Rwandais en possession de passeports tentent de figurer sur la liste d'évacuation. Un ministre de l'opposition, Boniface Ngulinzira, présent avec sa famille avec nous, demande également de partir. Mais les casques bleus refusent, jugeant son évacuation trop dangereuse pour eux. La peur commence à gagner un certain nombre d'entre nous devant cette nervosité inhabituelle des casques bleus. Et nous savons, et ils savent aussi, que les miliciens encerclent toujours l'école. Nous leur demandons alors si eux aussi allaient partir. Ils nous répondent qu'ils vont rester encore 3 semaines et que peut-être ils seront relevés ensuite. Vers 13h, les civils occidentaux montent dans les véhicules et partent à l'aéroport de Kigali, escortés par les camions des casques bleus. Nous sommes environ 2000 personnes réfugiées à cette école, essentiellement Tutsis. Après leur départ, les militaires de l'ONU restés avec nous montent un stratagème. Ils nous invitent à entrer à l'intérieur des bâtiments en nous disant que le déjeuner allait être servi. Les gens ont commencé à entrer. Pendant ce temps, les casques bleus chargent leurs camions avec une extrême nervosité. Une jeep militaire arrive à ce moment-là avec 3 militaires français à l'intérieur. Les militaires de la Minoire commencent à démarrer leur véhicule pour partir. Un moment de panique se crée, les gens crient. D'autres sont dans un état de sidération. Alors, nous nous mettons à travers leurs camions, d'autres s'accrochent au véhicule. Et là, ils tirent en l'air. À ce moment-là, nous ne savons pas s'ils sont en train de nous tirer réellement dessus. Nous nous couchons par terre, d'autres se mettent à courir dans tous les sens. Un des casques bleus nous demande de les laisser partir et nous dit que les militaires français allaient rester avec nous. Ils démarrent leur camion à toute allure, précédés par la jeep française. Tous s'en vont. Ils nous abandonnent. Ils avaient reçu l'ordre. Leur seule présence aurait suffi à nous protéger. Après un tel acte, j'ai encore des questions qui sont restées sans réponse. Je me demande toujours quelle a été la chaîne de responsabilité.
pourquoi les responsables ont bénéficié d'une impunité totale et ont poursuivi leur carrière sans avoir à rendre des comptes. L'instant d'après, les militaires et les miliciens étaient déjà là. Ils nous ont d'abord regroupés près de l'usine de Sonatube, puis nous ont fait marcher jusqu'à un quartier qui s'appelle Nyanza à Kitchukiro. Et là, ils ont fait le travail, comme ils disaient. Tout mon monde s'est disloqué à cet endroit-là. J'ai perdu mes voisins aussi, mes amis que je connaissais depuis la maternelle, les amis de mes parents et bien sûr ma propre famille, ma mère Angéline qui avait 46 ans, ma sœur Marie-Josée qui avait 19 ans, mes oncles, mes cousins, mes cousines. La liste est longue. Très peu de personnes ont survécu. À ce moment-là, je n'étais pas encore blessée. Et à la tombée de la nuit, nous avons été encore quelques-uns tentés de nous cacher encore dans le petit bois aux alentours. Puis ils nous ont retrouvés le lendemain. Nous avons été blessés à la machette. Et certains n'ont pas eu la chance de survivre. Le surlendemain, allongés dans les herbes, nous avons entendu à nouveau des pas qui s'approchaient de nous. Quelqu'un m'a touché la joue. J'ai ouvert les yeux. C'était un soldat du FPR. Ils m'ont transporté d'abord dans une maison située aux alentours. Et un des soldats, prénommé Victor, je crois, est resté quasiment la moitié de l'après-midi à tenter de me nourrir patiemment. Il m'a littéralement insufflé la vie. Là où moi-même, je ne voulais plus y croire. Plus tard, ce sera le capitaine Evode qui se démenait pour trouver une solution à nos multiples difficultés avec gentillesse. Nous avons été amenés à l'hôtel Rivero, situé sur les hauteurs de Kigali, réquisitionné par le FPR, pour y loger des rescapés. Ils nous ont donné des vêtements propres. Ils nous ont soignés avec les moyens du bord, tout en continuant à se battre contre les génocidaires. Durant notre traversée des ténèbres, ils ont représenté à nouveau l'humanité. Ils nous ont arrachés de l'anéantissement. Alors, Monsieur le Président de la République française, chers invités, pour la première fois depuis 32 ans, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance. Nous vous devons notre vie. Merci. Par la suite, nous avons été évacués au CND puis au camp de Byumba, une région qui avait été sécurisée par le Front patriotique rwandais. J'ai quitté donc cet hôpital début juin, accompagné par le personnel du Médecins du Monde, pour venir me faire soigner en France, dans le sud de la France, accueillie dans une famille d'accueil, devenue ma nouvelle famille. Grâce à elle, j'ai ainsi pu trouver des ressources nécessaires pour me reconstruire et vivre la vie pleinement. Comme je le disais précédemment,
j'ai souhaité témoigner très tôt, dès que ma santé me l'a permise, pour que le monde sache. Mais également parce qu'en France, dès la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, nous nous sommes heurtés particulièrement ici à un puissant négationnisme. Alors nous avons témoigné encore et encore aux côtés de l'association Ibuka. Car un proverbe rwandais dit « Ukuri guca mw'isi iko ariko ntigushya ». La vérité traverse le feu mais ne s'y brûle pas. Aujourd'hui, nous éprouvons à la fois une grande satisfaction et du soulagement devant l'existence de ce mémorial à Paris, ici à Paris, et en ce lieu même. Son édification constitue d'abord une forme de réparation symbolique face à l'entreprise d'anéantissement qui nous visait. Il réinscrit durablement la présence des personnes disparues dans l'espace public. Il constitue une œuvre de pédagogie, un espace de questionnement permanent adressé à nos contemporains. Il est une œuvre de transmission destinée aux générations futures et il offre aux plus jeunes une possibilité de comprendre, de questionner et d'apprendre. Pour toutes ces raisons, je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République française, mes sincères remerciements pour avoir rendu possible la réalisation de ce mémorial. Nous savons également que le chemin de la réparation passe nécessairement par la justice. À cet égard, la condamnation en France de plusieurs responsables de génocide constitue une avancée importante. Toutefois, permettez-moi de formuler ici un vœu. Que les prochains procès relatifs aux crimes commis durant le génocide se déroulent dans les lieux dans lesquels ils ont été commis et devant les principaux concernés. Il est essentiel que les rescapés et les familles des victimes puissent assister, s'ils le souhaitent, au procès des individus poursuivis pour le génocide. Il est difficilement concevable qu'ils se tiennent devant des salles de tribunaux, ici en France parfois presque vides, donnant parfois le sentiment que la justice s'exerce à distance de celles et ceux qui ont subi des crimes jugés. La justice constitue aussi un espace de confrontation entre les faits, les auteurs et les crimes, et les victimes. Et c'est de ces moments-là qu'ils sont privés, si nécessaire, à un travail de deuil. Je vous remercie. Merci Madame Ouima Bazi pour ce témoignage poignant. La poésie étant souvent l'art de dire l'indicible, nous allons désormais écouter un poème lu par Gaël Faye de la poétesse rwandaise Beata Umumbyeyi Mérès. Notre amitié ancienne comète a mis fin à mes ténèbres. La nuit s'est teintée de tendresse colorée.
j'ai cessé de traverser les déserts d'oreilles. C'est une heureuse surprise au firmament, une nouvelle légèreté à l'horizon. Il nous aura fallu 30 ans pour composer cette chanson de nos voix qui savent désormais apaiser l'incommensurable brouhaha des morts. Sur quelques rives que l'on est accosté, sa mélodie monde saura raconter notre épopée d'enfants échoués. De rive en rive, de rage en rage, nous sommes les pièces réarrimées d'un récit immense et généreux. Dans les remous de ce long voyage, nous apprenons à culbuter le malheur. Merci pour cette lecture pleine de sensibilité. J'invite désormais M. Paul Kagame à venir s'exprimer. Excellency, Emmanuel Macron, President of the French Republic, Mayor Emmanuel Gregoire, Marcel Cavanda, President of Ibuka France, senior government officials, members of the diplomatic corps, distinguished ladies and gentlemen. I would like to thank the survivor who has just spoken, Jean Huimbawazi. It's not part of my speech, but let me say a small thing. The events she described are very familiar to me in many ways. One, it seems in Rwanda, there was bound to be a cycle of 30 years in which such tragedies would take place, because what she described 30 years or so, 34, before that, we experienced another
tragedy in which that time I was 4 years old, and my family and others became refugees in a neighboring country. I grew up in a refugee camp for over 20 years. So it happened in 1960s, and then it happened 1994. Of course, what happened in 94 has no comparison. But I was just talking about the story of the cycle that took place. So the events of the genocide against the Tutsi are within living memory. And so the work of memory necessarily begins with their word. Survivors are living memorials, not only by virtue of the visible scars of the body, but also the indelible wounds of the spirit, which they transmit to us through their testimony. The memorial before us is powerful because it sets the truth in stone and protects it from the heartlessness of time by instructing the living. It's not a validation because none is needed. But it will stand as a mark of respect for the dignity of Rwandans and our history. However, to witness the inauguration of such a memorial in a place of honor in the city of Paris is anything but routine. I want to thank the city of Paris and its mayor, Emmanuel Gregoire, as well as the former mayor, Anne Hidalgo, for making this possible. Confronting historical responsibilities requires real courage because it generates fierce opposition by those with a case to answer. You need a strong sense of humanity to see it through. President Macron, I want to commend you on both counts, courage and humanity. Five years ago, you took a risk and came to Kigali following the release of two independent reports, one commissioned by your government, the other by Rwanda, but arriving at similar conclusions. You acknowledge that France could have stopped the genocide but did not. In response, I described the words as something more valuable than an apology, namely the truth. This door
was first opened by President Nicolas Sarkozy, and I wish to commend him today. In a historic visit to Rwanda in 2010, President Sarkozy conceded serious mistakes by France and said that it was not up to the task of stopping the genocide. I also pay tribute to the dedicated French journalists, activists, and researchers who never wavered in exposing the truth, and many are here today. Thank you. Your efforts to make sure that the story was told have saved countless lives and conferred dignity on the victims. The genocide against the Tutsis was foreseeable and in fact foreseen, and France was in a unique position to observe and to act. It took too long for France to come to terms with its role, causing additional pain. On some points, we still have not found consensus. I fully understand the feelings of those survivors and advocates who remain dissatisfied with the official record. But I believe that our common work has initiated a journey towards the truth, which is irreversible. And France was not alone in falling short, far from it. Many other countries did so as well, but none has gone as far as France in setting the record straight and accepting its part in the tragedy. We also appreciate the notable efforts that have been made by France to try genocide perpetrators living here and to criminalize genocide denial. That work must continue. Settling scores on traps, settling scores only traps all of us in the past. We needed to walk free from the tongue of lies, and we have. Then, as now, France serves as a pen holder for African affairs at the United Nations and in other forums. As a result, France will naturally be held to a higher standard, factually and morally, whenever the echoes of history intrude on current affairs on our continent. I hope that France realizes the weight and meaning of the special responsibility. It is not easy, but it is vitally important. And this memorial symbolizes those higher expectations. Rwanda emerged from the experience of genocide and the international response to it without illusions of any sort. One
certitude is that the main responsibility for the genocide is located within our own society as Rwandans. Others contributed, but you cannot blame them more than we do ourselves. That attitude has liberated us to look within ourselves and our traditions for the solutions needed to change our society for the better, for all Rwandans. Rwanda's determination to overcome its tragic history and ensure that it is never repeated has never waned and never will. We are deliberate about educating our young people to sustain and expand the progress we have made, however modest that may be. Acts of intimidation and pressure, no matter how powerful the source, only gives us more strength to stand very firm. Overcoming history requires political will on all sides, and in today's world, that is uncommon. I therefore would like to close by reiterating our appreciation and respect for President Macron's clarity and resolve. The work we are doing together will give future generations the tools to build and sustain the peace and understanding which we seek. That is the deeper significance of this moment. I thank you for your kind attention. Mesdames et messieurs, j'invite maintenant à la tribune Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République du Rwanda, cher Paul Kagame, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers rescapés, chers amis. Ce monument est un aboutissement. Il inscrit désormais le génocide des Tutsis au Rwanda au cœur de notre capitale et de notre histoire. Il est l'aboutissement d'un long et patient travail de vérité que nous avons collectivement fait nôtre et qui s'appuie sur des décennies de témoignages, d'écrits, de travaux, d'une mobilisation acharnée. Et merci pour les mots à l'instant prononcés, Madame, avec courage.
La lumière devait être faite, les mots devaient être posés, la reconnaissance devait être accomplie. À Kigali, en mai 2021, au mémorial de Gizozi, j'ai reconnu au nom de la France les responsabilités de notre pays dans un engrenage qui a conduit à mener au génocide des Tutsis. J'ai dit alors ce que notre nation a fait, a laissé faire, a dit ou n'a pas dit. Je n'entends rien retrancher de ces mots qui sont autant de pierres ajoutées à l'édifice de vérité que nous voulons bâtir. Je n'ai oublié aucun de ces mots. Je n'ai pas oublié non plus votre regard dans ces instants, Président. Votre attention, puis vos propres mots. Comme toujours, choisis, pudiques, mais qui accueillait cette reconnaissance. Et je veux ici aujourd'hui à Paris vous remercier infiniment pour cela. En cela, j'entends demeurer fidèle à notre volonté de respecter les leçons de l'histoire toujours et partout, comme nous le faisons et comptons continuer de le faire avec l'Algérie, comme nous l'avons fait au Cameroun, au Sénégal, en Haïti. Moment toujours arasé par le sel des silences, de l'injustice, de l'absence trop longue de reconnaissance. Et soyez ici assurés de notre détermination à poursuivre cette œuvre de vérité et de justice. Oui, notre nation regarde son histoire en face, devoir pour elle-même, devoir envers autrui, lorsque les actes commis en son nom s'écartent de l'idéal qui est le sien, devoir envers les victimes, les survivants, leurs enfants, et les enfants de ceux qui ne sont plus, de celles et de ceux qui, durant ces jours et ces nuits, ont vécu la terreur, comme vous l'avez admirablement rappelé. La France le doit aussi au regard des liens fraternels qu'elle entend nouer avec les peuples amis, au premier rang desquels le peuple rwandais. Elle le doit enfin, car dire et nommer le passé permet d'ouvrir l'avenir. Depuis ces mots prononcés, depuis ce moment, pour les présents et les absents, depuis lors, un rapprochement inédit s'est dessiné entre le Rwanda et la France. Et votre présence aujourd'hui à Paris, Monsieur le Président, Madame, donne à ce moment un sens profond et une portée historique. Cette reconnaissance a été permise dans l'ombre et la persévérance, par des esprits courageux. Et je veux ici saluer, comme vous l'avez fait, le travail des associations, et en particulier celui d'Ibuka France, cher Marcel Cavanda. Sans lequel ce monument n'existerait pas. Ce monument est l'enfant de cette persévérance et de cette reconnaissance. L'œuvre de l'artiste, ce dialogue entre deux masses formant un jardin où chacun peut prêter voix au souffle du temps, cette œuvre, nous la devons à Grada Kilomba. Ces archives, c'est leur nom, ont quelque chose du calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, pour évoquer Mallarmé. Ce désastre, c'est celui du génocide, où les Tutsis furent massacrés pour ce qu'ils étaient. Ce désastre
et former des appels à la haine, des nuits de massacres ininterrompus, des corps amoncelés sous la besogne des bourreaux. Le désastre, c'est celui de l'absence, de la nuit perpétuelle de l'anéantissement, de l'épouvante au cœur des survivants. Cette œuvre incarne cette puissance du désastre où se fige la haine et l'esprit de mort. Cette œuvre relève aussi d'un mouvement inverse, celui de la mémoire à travers les mots inscrits en français, en anglais, en kinyarwanda, en swahili. Ces blocs sombres ne sont pas seulement un mausolée, mais un livre ouvert, et qui, comme les livres, reste et traverse le temps par-delà l'aube et le crépuscule. Et dans ces pierres imaginées se dessine la résistance de la vie à l'oubli, à la mort. Comme l'a dit Esther Mujawayo, survivre, c'est apprendre à vivre avec les absents. Près de ce mausolée, les absents sont là. Ils sont dans le cœur des vivants et dans ces blocs, avec nous, ici pour toujours. Je veux remercier en cela l'artiste, l'ensemble de ceux qui ont œuvré pour l'édification de cette œuvre, qui dit avec force, calme et beauté, la permanence pour nous du souvenir. Et je veux remercier Monsieur le maire de Paris, Monsieur Grégoire, et sa prédécesseur, Madame la maire Anne Hidalgo, pour avoir voulu ici cette œuvre, l'avoir portée et nous avoir accueillis par vos mots, Monsieur le maire. Mais ce monument, s'il est un aboutissement, il n'est pas une fin. C'est un jalon sur un chemin que nous avons ouvert. Nous avons collectivement, ces dernières années, beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup lutté pour que des mots soient prononcés en 2021. Comme je l'ai dit, Président, vous les avez accueillis avec beaucoup de courage. Et je ne sous-estime pas qu'il y avait beaucoup de gens pour vous dire que ça n'était pas assez, que ça aurait dû arriver plus tôt. Et cela d'autant plus que vous aviez combattu. Mais par ce travail de tous, par ces mots prononcés, parce que vous les avez accueillis, nous avons ouvert des chemins. Ils sont fragiles, ces chemins encore, mais nécessaires. Et le rassemblement d'aujourd'hui doit nous rappeler aussi tout le soin que nous devons y mettre. Chemin de vérité. Dans un monde où les empires parfois ont la tentation de falsifier l'histoire, dans ce moment aussi où le passé est un champ de bataille, dire la vérité est plus que jamais nécessaire. C'est la condition de la paix. Et tous ceux qui, y compris aujourd'hui encore, dans votre région, nient cette vérité, prennent le risque du retour de la guerre. D'abord, nous devons continuer d'écouter la parole des survivants. Je pense aujourd'hui aux rescapés, aux témoignages bouleversants que nous venons d'entendre, à l'innocence du quotidien opposée à la mécanique du crime de masse, à celles et ceux qui ont vu disparaître leurs proches, à celles et ceux qui ont traversé ces mois atroces et qui ont pourtant trouvé la force de témoigner, de transmettre, de reconstruire. Je pense à tant d'écrits, de romans, de témoignages. Je pense au récit brûlant de Jean Hatzfeld, dont je me souviens encore, et les voix des rescapés de Nyamata, aux livres, aux textes de Gaël Faye et de tant d'autres. Je pense aussi à la diaspora rwandaise de France, à celles et ceux qui portent en eux le deuil, la survie, parfois l'attente longue, difficile de la justice. Ensuite, ce chemin de vérité, nous le ferons en donnant aux historiens les moyens de travailler, en écoutant leurs recommandations,
en continuant chaque fois qu'il le faut d'accompagner cette œuvre scientifique. Et je veux ici remercier M. Duclerc et tous les membres de la commission sous sa direction. Merci, cher Vincent, vous et tous vos collègues, pour le travail mené avec rigueur, courage, par la commission de recherche sur les archives françaises. Pour nous, la vérité se fonde et se fondera toujours sur le dialogue, la recherche historique, l'ouverture des archives, le travail des historiens mené dans le silence des livres, aux côtés des sources et des traces de l'histoire. L'histoire prend ainsi sa juste place. Elle donne aux témoignages, aux traces, elle accueille les mémoires, elle fait justice. Elle permet la vérité et la reconnaissance. Chemin de justice ensuite. Ces dernières années encore, la justice française a poursuivi son travail, il le fallait. Mais ce que vous avez dit pour conclure tout à l'heure, Madame, est juste. Et nous allons y veiller. Des procès se sont tenus, d'autres enquêtes se poursuivent. Personne n'est ni ne sera au-dessus des lois. Et à celles et ceux qui pensaient avoir trouvé sur notre sol le refuge du temps ou l'abri de l'oubli, la justice française s'est trouvé les moyens de répondre. Aucun crime contre l'humanité ne peut bénéficier de la prescription ou de l'impunité. Aucun. Et je le redis avec force, justice sera rendue. Et je salue à ce titre le travail inlassable des associations de parties civiles qui jouent un rôle fondamental dans ce processus, le travail des avocats, le travail des magistrats. Chemin de vigilance aussi. Ces blocs irrécusables sont devant nous aussi comme des injonctions. Injonction à ne jamais nous accommoder, ne jamais oublier que ces masses obscures renferment aussi ce que l'esprit humain peut avoir de barbare. Ne cédons rien à la haine raciste de tous les jours. Et comme le dit l'auteur rwando-canadien Benjamin Sehene, le génocide commence quand on regarde son voisin comme un étranger. C'est vrai. Le seul remède à cet abandon de chaque jour, à ce mal qui n'est jamais banal mais qui devient courant, est un devoir de fraternité. Et comment imaginer que le risque a disparu? Comment ne pas s'épouvanter devant la force de frappe aujourd'hui des propagandes en ligne? Il y a, derrière nos écrans, d'autres radios mille collines. Ouvrons les yeux. Et soyons lucides aussi sur les logiques ethniques, racialistes qui fleurissent ici ou là. Les mots peuvent varier, les masques changer. La logique à la fin demeure. Haine de l'autre, haine de tous les autres, haine totale et implacable qui conduit au meurtre de masse. La logique de ce crime de masse a été parfaitement décrite, là aussi par plusieurs historiens, Stéphane Audouin-Rousseau et plusieurs autres, qui ont montré cette continuité, le retour de ces cycles dont vous avez parlé, Président. Ceci nous oblige. Ce monument est donc aussi un enseignement. Qui commence à haïr l'autre en raison de sa couleur de peau, de son identité, de son origine, de son ethnie, enclenche une mécanique qui emporte tout. Une soif de meurtre qui tenaille les esprits, et le jour venu frappe, massacre, efface. Chemin de vigilance, car le génocide est un crime contre l'humanité, et par son caractère systématique, sa barbarie, sa volonté d'anéantissement et d'oubli, il est une offense que les bourreaux commettent contre tous les hommes. Une blessure faite à la conscience universelle. Oui,
Ce génocide porte en lui la mémoire de tous les autres génocides, dans leurs différences particulières et irréductibles, sans hiérarchie, sans confusion, avec la même indignation, la même douleur, la même résolution aussi à ne pas laisser se commettre le pire. Et notre conception de l'universel revient à dire cela. Nul ne peut être en paix dans le secret de sa conscience si l'humanité, quelque part, est prise pour cible. Chemin d'action, ensuite. Car toute cette histoire nous oblige à toujours œuvrer pour la paix, le dialogue, pour que les armes cessent et que la mécanique des crimes ne se réenclenche plus jamais. À ce titre, être là nous oblige à vouloir la paix pour tous, le respect de chacun et de toutes les souverainetés dans ce drame en cours depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Chemin d'espérance, enfin. Comment ne pas souhaiter c'est un âpre chemin, mais il est de notre devoir de le tracer et d'avancer ensemble. Rien n'est acquis, rien n'est conquis, rien n'est achevé. Mais ces blocs sont là pour nous rappeler ce passé, pour nous dire ce qui est désormais reconnu, et pour nous permettre ensemble ce chemin. À nous de transmettre avec rigueur, dignité et fidélité ce message, de redire vos mots, de dire ces poèmes, de porter ensemble avec courage cette histoire. Tuibuke, Tuyubaka. Se souvenir, bâtir ensemble. Et nous serons là. Je vous remercie. Nous allons à présent procéder au geste inaugural. J'invite Monsieur le Président de la République du Rwanda et Monsieur le Président de la République à venir déposer une gerbe. Nous observerons ensuite une minute de silence, suivie des hymnes nationaux.
Mesdames et messieurs, ce monument honore la mémoire des victimes. Au-delà du lieu de mémoire, l'œuvre a été pensée comme un lieu vivant, comme lieu de transmission et d'éducation à l'histoire du génocide, alors que le génocide perpétré contre les Tutsis figure au programme scolaire de tous les lycées de France depuis 2020. Ainsi, des élèves du lycée Blaise Pascal d'Orsay, accompagnés de Ben Kayiranga, vont interpréter un slam et une chorégraphie sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les enfants déposeront auprès du monument des paniers porteurs de messages d'espoir. Quand j'ai lu toutes tes histoires, toute la haine à ton égard, Quand j'ai vu toutes les images, le sang imprimé dans les pages, je ne peux éprouver ta douleur. qui transforme la pluie en pleurs, mais en cette commémoration, laisse ma voix te rendre honneur. Je vais raconter ton récit où tant de vies se sont perdues. pour qu'on puisse se souvenir de tous ces rires qui se sont tus. Aimons nos différences, car elles sont notre force. Nous sommes du même bois et de la même écorce. Souverain, un autre contraint. Génocide de proximité, une sombre réalité. Voisins contre voisins, frères éloignés. Fraternité envolée, libertés arrachées. Identité cadenassée. L'amitié brisée, le lien déchiré. De leurs mains coule le sang de leurs voisins. Des âmes innocentes prises dans la tourmente. Ces enfants décimés dont le souvenir nous hante. Des foyers par centaines, tous détruits par la haine. Noyés dans leur étreinte, leurs vies se sont éteintes. Un simple visage, de simples traits, peuvent dessiner leur sort. Toute la famille condamnée, jetée brutalement dans la mort. Génocide dans les villages, dans les champs et les marécages. Les Tutsis subissent le carnage. Sous le soleil des 1000 collines se dévoilent les tristes ruines d'un peuple qu'on a mis en cage. Peut-on réparer les ravages que nous laisse cet héritage? Vous resterez inoubliables dans cette nature. Gardons l'espoir, vivez la paix, plus engueulés. Vous êtes présents à tout jamais dans nos cœurs. Luttons ensemble. Cette histoire est la nôtre, celle d'un peuple comme un autre, que chacun se doit de connaître, de reconnaître et de transmettre. Génocide et la Colère à toutes ces mises en guerre. Dans ce lac changeant, tantôt torrent, tantôt source d'apaisement. Vagues aux doux champs maritimes, au creux des montagnes sublimes. Sublimes, en effet, comme ces paysages aux mille reflets. Kivu, cette étendue aux teintes émeraudes, aux reflets cristallins. Diamants jetés sur le sable fin. Chaque vague est une danse, un poème en écho. Le ressac récite sa partition sans repos. Le
éternelle symphonie. Partageons nos sempiternels récits. Naviguons vers l'ailleurs, cette odyssée en mémoire. L'eau dit ses hommages, il faut l'aude hisser. Suivant la danse ignorée, d'une telle beauté, impossible à oublier. Nous devons garder l'espoir. Nature et humanité, dans tous les cœurs réconciliés. Nos voix d'enfants de la terre s'enchevêtrent pour prendre le temps de percevoir. La forêt nimbée d'une atmosphère tranquille Et peuplée d'arbres immobiles. Comme une reine en secret, elle guide leur danse. Ces oiseaux chantent et nous bercent en cadence. Les animaux, témoins du silence sacré. Gardien de la forêt, Témoins d'une époque passée, Curieux, se redressent. se rappelle qu'avant que cette communion ne naisse, on a entendu d'innombrables cris de détresse. Et nous, car du passé nous avons connaissance. Chantons ensemble pour célébrer la différence. Vous resterez inoubliables dans cette nature. Gardons l'espoir, vivi amène et plus engueulés. Vous êtes présents à tout jamais dans nos cœurs. Luttons ensemble, vivi amène et plus engueulés. Vous resterez inoubliables dans cette nature. Gardons l'espoir, vivi amène, lui engueulés. Vous êtes présents à tout jamais dans nos cœurs. Luttons ensemble, vivi amène, lui engueulés. Mesdames et messieurs, la cérémonie se termine désormais. Vous pourrez quitter cet espace par votre gauche vers le grand écran. Vous pourrez poursuivre ce moment, si vous le souhaitez, avec l'exposition de photographies consacrée aux 4 sites mémoriaux du Rwanda, dont les noms figurent sur le monument. Merci à vous.